Bonjour, je vais essayer de répondre à un maximum de questions sur le snowboarding et la possibilité de venir en Floride et la manière dont ça se passe avec la Covid-19 en Floride en ce moment. On a évidemment beaucoup de questions sur le sujet à la fois des lecteurs qui nous appellent et des internautes. On se présente rapidement pour les gens qui ne nous connaîtraient pas encore. Il y a toujours des nouveaux snowbirds. J'espère qu'il y aura des nouveaux encore cette année si ils ont la possibilité de venir. Donc le courrier est un journal imprimé. On est le seul d'ailleurs imprimé, journal francophone imprimé en ce moment en Floride, qui existe depuis 2013 et qui donc accompagne les francophones et puis durant la saison, chaque saison, les Snowbirds. Nous nous occupons aussi du groupe Facebook des Snowbirds. Il y a déjà 14 000 personnes dessus. Vous pouvez le rejoindre d'ailleurs si vous avez des questions spécifiques. Et n'hésitez pas à poser des questions sous la vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube aussi, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos. Par rapport au pic qui a eu lieu en Floride fin juillet, on a eu une baisse constante en août et septembre qui nous emmenait très rapidement en direction du zéro. Et puis ça s'est arrêté pour créer un plateau assez bas, bas par rapport au pic, de nouveaux cas de Covid, donc qui est aux alentours de 2 à 3 000 nouveaux cas par jour en ce moment sur l'ensemble de la Floride. Il faut donc toujours relativiser par rapport au nombre d'habitants. On a plus de 20 millions d'habitants et on a aussi beaucoup de tourisme intérieur, à défaut d'avoir beaucoup de tourisme international. En ce moment en tout cas. Au niveau des malades, je pense que c'est vraiment un chiffre qui est assez important. On était à peu près un tout petit peu en dessous de 10 000 hospitalisés fin juillet. Aujourd'hui, on est stable autour de 2000 hospitalisés depuis environ 2 mois. C'est plutôt une bonne nouvelle à ce niveau-là. Et ça a permis de procéder au déconfinement complet par les autorités, donc avec la rentrée des écoles et puis la fin des limitations dans les restaurants. Donc voilà, pour le moment, on en est là. Alors c'est certainement une question assez importante à laquelle je réponds là parce que bizarrement je me suis rendu compte qu'on avait des images de la Floride à l'international, aussi bien en France que au Canada ou ailleurs, qui sont assez éloignées de la réalité. On a deux extrêmes en fait, hein. On a à la fois des tableaux apocalyptiques comme s'il y avait des morts partout dans la rue, et puis on a une autre image qui est celle de la Floride complètement irresponsable avec des gens qui font la fête partout. Donc voilà, on a aussi bien des images de bars complètement remplis d'adolescents, comme si c'était comme ça partout tout le temps. Et puis on a eu aussi des reportages qui ont été vus dans certains pays où les plages sont complètement vides, comme si les gens c'était devenu complètement sinistre. Bon, alors ça n'est ni l'un ni l'autre. La vie en Floride, en fait, ça va peut-être choquer certaines personnes, mais c'est un petit peu comme c'était avant, quand vous étiez là, au mois de février, au mois de mars. Il n'y a pas eu beaucoup de changements. Les changements qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui sont quand même, pour la plupart, pour l'écrasante majorité, les gens sont responsables. Ils mettent des masques, ils pratiquent la distanciation sociale, ils mettent les masques dans les magasins, ils les mettent pas dans la rue partout. Donc il n'y a pas de confinement, hein. Ici, c'est la liberté qui passe désormais en premier, hein, comme dans beaucoup d'États des États-Unis. La liberté passe avant la sécurité. Si certains vont déplorer qu'il n'y a pas assez de mesures de sécurité, en tout cas, si vous voulez, les gens ils pratiquent la distanciation sociale, le port du masque dans les magasins, et pour la plupart, ils sont quand même assez responsables. Donc voilà, moi, je peux vous montrer des images, quelques images qu'on a tournées à droite, à gauche. Vous allez trouver des endroits où les gens sont un petit peu rapprochés sur certaines promenades, dans certains espaces publics, restaurants, où les gens vont porter les masques, et puis d'autres endroits où c'est un petit peu plus tranquille,
ville parce que les gens sont plus espacés. Il y a une espèce de conscience. On met les masques là où il faut les mettre. Et puis, c'est sûr que quand on joue au golf tout seul ou bien quand on va à la plage dans des endroits espacés, ça sert à rien du tout de mettre un masque. Voilà. Enfin, après, ça ressort aussi de la liberté individuelle de vouloir ou pas mettre un masque à l'endroit où vous vous trouvez. Dans les autres changements que vous trouverez en Floride, il y a évidemment beaucoup moins de grands événements. Beaucoup ont été annulés. Art Basel à Miami, des événements sportifs comme la NBA dont la finale a eu lieu sous bulle à Disney World. Donc il y a un petit peu moins de grands événements. Ça devrait se remettre en route certainement avec des modalités d'organisation et d'accueil du public un petit peu différentes. Et puis bien évidemment les croisières et puis d'autres sortes de voyages organisés ont été réduits ou annulés. Pour les croisières, il n'y a rien du tout depuis que les derniers bateaux sont rentrés là en avril. Ça avait fait grand bruit. Donc ça, pour le moment, les dates de reprise des croisières est repoussée à chaque fois un petit peu plus. Donc voilà un petit peu pour les changements. Sur les aspects sinistres, il y en a aussi. Il y a quelques restaurants. L'autre jour, je suis allé marcher sur la Solace. J'ai noté qu'il y avait 2 restaurants spécifiquement qui étaient des choses qui étaient des restaurants vraiment connus et fréquentés, qui étaient fermés définitivement. Donc voilà, enfin ces 2 restaurants sur combien sur la Solace à Fort Lauderdale, peut-être 150. Donc il faut aussi relativiser les choses. Si vous voulez voir ce qui fonctionne pas, vous allez le voir. J'imagine aussi qu'il y a certainement pas moins de sans-domicile qu'auparavant et qu'il y a certainement aussi des petits commerces qu'on fermé. Moi j'ai fait attention de mon côté aux commerçants français et canadiens, aux restaurants par exemple. Donc il y en a eu quelques-uns qui ont fermé, et puis il y en a d'autres aussi qui ont ouvert pendant cette période de crise, des nouveaux commerces. Donc voilà. Après c'est certain, il y en a peut-être eu un petit peu plus que d'habitude à fermer, malheureusement. Alors attention, la crise économique est certainement pas terminée, mais on sent moins d'impact de cette crise économique pour le moment que l'effroyable crise de 2008. Malheureusement pour les investisseurs canadiens qui ont acheté ils voudraient acheter des appartements comme ils l'ont fait à l'époque, on n'en est pas encore là. Et puis bon, last but not least, on est obligé quand même de mentionner les morts. C'est peut-être l'aspect le plus embêtant, les morts et les malades. Voilà. Bon, alors. Il y a eu une quinzaine de milliers de décès de la Covid en Floride, mais donc c'est le 3e plus grand État des États-Unis avec plus de 20 millions d'habitants, et la Floride accueille certainement plus d'un millier de nouveaux arrivants en temps normal, parce qu'en ce moment il y a beaucoup de gens à arriver. Donc vous voyez, 15 000 décès, la Floride malheureusement c'est triste à dire, mais elle compense ce déficit en 2 semaines d'arrivée de nouveaux arrivants. Je veux pas dire que c'est pas grave, du tout, c'est pas du tout mon propos, mais c'est pour remettre un petit peu en perspective ce qui se passe avec la réalité de ce qu'on voit dans la rue, ce qu'on voit aujourd'hui en Floride. C'est à peu près la même chose que ce qu'on voyait avant l'épidémie, encore une fois, avec simplement des gens qui majoritairement font attention. Si vous venez en Floride, pour parler clairement, vous n'aurez personne à venir vous sauter dessus, à vous souffler au visage pour que vous attrapiez la Covid-19. Évidemment, le meilleur moyen de ne pas attraper ni cette maladie-là, ni les autres virus, c'est de ne pas du tout sortir de chez soi. Maintenant, si je peux témoigner d'une chose, moi j'ai vécu le confinement en Floride. On pouvait quand même sortir, c'était quand même agréable. Il a fait beau au printemps. On pouvait sortir pour s'aérer tous les jours sans masque. À partir du moment où on n'allait pas au contact avec d'autres personnes dans la rue. Mais vous savez, ici c'est quand même la vie est assez douce. Donc il vaut mieux certainement vivre des épidémies dans ces conditions-là. Comme je viens de le dire, c'était certainement pas le pire endroit pour vivre le confinement et le début de
de la pandémie. En tout cas, pour ceux qui y ont survécu, hein, puisque comme vous avez vu, il y a eu des morts, mais pour le reste, autrement, pour les personnes qui n'ont pas été malades, c'était plutôt quand même assez agréable d'être en Floride par rapport aux autres endroits. Donc la plupart des snowbirds habituels ont vu ce qui s'est passé en mars-avril. Avec ce côté un petit peu paradoxal que finalement on a eu des gros pics de décès par exemple à New York ou dans certaines villes au mois de mars-avril et qu'on n'a pas eu ce pic en Floride du tout. Nous, le pic il est arrivé fin juin, début juillet jusqu'à fin juillet. Mais donc un peu à contretemps par rapport à d'autres endroits, avec un taux de mortalité inférieur pour plusieurs raisons. Il y a des personnes qui disent que le virus est moins nocif. Moi, j'en sais rien, je me prononce pas là-dessus. Simplement, on sait que on a pris des meilleures habitudes à la fois dans les dépistages et puis dans la manière de répondre, de traiter les malades, de s'en occuper. Ça joue certainement, et puis l'âge aussi des malades apparemment rentre en compte. Donc il y a eu un taux de mortalité qui était inférieur cet été, comme il est actuellement, hein, par rapport au printemps. Ceci dit, comme il y avait énormément de cas, il y a eu beaucoup de morts en Floride. Donc voilà, le mars-avril, ça allait à peu près, pas tant de cas ni de décès que ça. Donc le confinement était assez souple. Donc quand je disais que c'était paradoxal, c'est qu'on voyait un petit peu, vous l'avez vu si vous étiez ici, et vous l'avez vu aussi probablement à votre retour au Canada, c'est qu'on voyait les images de plages remplies de monde, de bateaux de croisière qui partaient, qui venaient, et ça a effrayé beaucoup de gens, mais pourtant c'était pas le moment le plus fort de la pandémie et de sa mortalité, en Floride en tout cas. Donc c'est pour ça que je soulignais un peu le côté paradoxal. Et puis, ce qui a vraiment fait un choc, par exemple, aux chefs d'entreprise ou aux employés qui ont été victimes de ça, hein. Certains secteurs sont complètement sinistrés, comme la restauration qui s'est complètement arrêtée, ou le tourisme, par exemple, le tourisme international. C'est que on pensait, comme ça avait été assez doux en Floride, qu'on allait y échapper, et puis finalement non, on n'y a pas échappé. C'est arrivé, voilà, ça a juste duré plus longtemps cette première phase pour nous, et puis voilà, les choses sont progressivement rentrées dans l'ordre dans l'organisation, c'est-à-dire dans l'ordre précédent. Il n'y a pas de nouvel ordre adapté à la pandémie. Les choses sont à peu près pareilles, excepté donc ces mesures de sécurité qui sont à peu près respectées par tout le monde, de port du masque et de distanciation sociale. En tout cas en Sud-Floride, je ne sais pas si c'est partout pareil, dans les petites villes ou autres, je ne suis pas allé partout. Il y a des endroits où c'était quand même beaucoup plus détendu, hein. Mais en Sud-Floride, les gens font quand même très attention à ça. Le confinement a été long, particulièrement à Miami, un petit peu moins à Broward, et puis encore un petit peu moins à Palm Beach, en fonction de la dureté de l'épidémie, hein. Les réponses ont été différentes. Ça a commencé à arriver en Floride, hein. Je pense pas qu'au Texas ou en Californie, où il y a généralement moins de snowbirds francophones, ce soit très sensible. En revanche, c'est déjà un petit peu arrivé en Floride. C'est assez faible, hein, par rapport aux années précédentes. Enfin, de toute façon, en octobre, il n'y a jamais non plus des millions de Canadiens à être arrivés ici, mais on sent que c'est sensible. Et on a la confirmation des compagnies aériennes qui vont rouvrir certaines destinations un peu secondaires. Fort Lauderdale, bien évidemment, est toujours ouvert, mais on a d'autres destinations où les vols vont reprendre entre le Canada et la Floride début novembre. Donc voilà, les premiers snowbirds sont arrivés en Floride. On a pu voir que pour le Texas ou la Californie, ça se prépare aussi à arriver. En fait, on a
un sondage de Desjardins, il y a plus de 70% des clients de Desjardins Bank qui ont confirmé qu'ils comptaient revenir dès cette année, dès cette saison en tout cas, en Floride, hein, que ce soit à la fin de... Enfin, ils vont essayer de revenir dès qu'ils pourront revenir, que ce soit en 2020 ou au début de l'année 2021. En tout cas, ils comptent revenir. Alors, ils seront certainement pas aussi nombreux que les années précédentes. Ça paraît à peu près évident, parce qu'il y a déjà des gens qui ont pris leur disposition pour passer l'hiver au Canada. Mais je pense que ceux qui peuvent prendre l'avion ou si jamais il y a une ouverture des frontières terrestres prochainement, les gens prendront leur décision de venir au moment où ils auront envie de venir. Il n'est pas possible pour le moment de franchir la frontière terrestre en véhicule terrestre, que ce soit en voiture ou en VR, dans la direction du Canada vers les États-Unis. Alors, cette restriction s'applique bien dans ce sens-là. Si vous êtes présent aux États-Unis, vous pouvez rentrer chez vous. Il n'y a aucun pays qui interdit à ses ressortissants de revenir. Ce qui rend la vie assez pratique d'ailleurs pour les gens qui ont la double nationalité. S'ils peuvent passer d'un pays à l'autre, ils ont le droit de faire à peu près ce qu'ils veulent. Ce blocage de la frontière depuis le mois de mars, il est prévu aujourd'hui de durer jusqu'au 21 octobre 2020. Donc en fait, dans les heures ou les jours qui viennent, hein, je pense généralement c'est plutôt vers le 15 du mois hein, qu'on annonce les changements ou les reports. Donc très rapidement, vous allez savoir si la frontière terrestre va rester fermée un peu plus longtemps. Alors personnellement, je suis pas devin, mais en fonction des choses qu'on entend au niveau politique, il y a quand même des nouveaux confinements, notamment au Québec. Ce serait pas étonnant si la frontière terrestre restait fermée un petit peu plus longtemps, ou beaucoup plus longtemps. Je sais pas, je vais pas faire de pronostic. Si ça se trouve, on va apprendre demain qu'elle va être ouverte, mais en tout cas, moi, ça me surprendrait pas quand même qu'on ait une annonce dans un sens ou dans l'autre. S'il y a un report de l'ouverture de quelques semaines ou quelques mois, ce serait pas étonnant non plus. Donc, il faut vivre avec. Hein. Alors là, en fonction du moment auquel vous allez partir, il va falloir que vous fassiez certaines recherches. Il y a eu plus de confinement et de restrictions dans les États démocrates que dans les États républicains. Et en plus, ces États risquent de changer de majorité pour certains le 3 novembre, comme il n'y a pas simplement uniquement l'élection présidentielle, mais aussi des élections de gouverneurs. Donc on verra la situation à cette époque-là. Moi, ce que je pense pour le moment, c'est que à peu près partout vous trouverez la même situation, avec simplement des réglementations. Hein. Quand vous arrivez dans les hôtels, ils essayent de pratiquer les paiements à distance, faciliter les choses par Internet et tout ça pour qu'il y ait le moins de contacts possible avec les employés. Mais bon, les hôtels sont toujours là. En Floride, comme je disais, les choses sont à peu près pareilles qu'il y a un an. Mais dans les autres États, vérifiez quand même, pensez à vérifier si vous avez la possibilité de prendre la route, bien entendu. Hein. Vérifiez quand même que les hôtels soient bien ouverts un petit peu partout sur votre passage, mais c'est pas un gros problème. Hein. Éventuellement, vous avez vraiment pas de chance si l'hôtel dans lequel vous allez d'habitude est fermé à cause du Covid. Je pense que vraiment la plupart du temps, vous allez trouver des choses ouvertes sur votre passage. La réponse est oui. Il est possible de venir aux États-Unis en avion. La frontière aérienne n'a jamais été fermée entre le Canada et les États-Unis. Il a toujours été possible de monter dans un avion, mais tout le monde ne le sait pas. Donc regardez hein, dans les différents articles qu'on publie, on met les liens vers les sites des administrations.
il est possible, à l'heure actuelle, depuis le mois de mars, la frontière aérienne n'a jamais été fermée, donc oui, vous pouvez venir en avion. Il y a eu quelques confusions justement parce que dans ce texte de l'administration, non seulement celui de l'ambassade des États-Unis au Canada, il est spécifié qu'il faut des raisons spécifiques pour voyager. Et en deuxième partie, c'est marqué ces dispositions ne s'appliquent pas, ces restrictions et dispositions ne s'appliquent pas au transport aérien. Donc certaines personnes pensent quand même que pour voyager, il faut avoir des raisons spécifiques, à savoir de la famille malade ou s'occuper d'un bien immobilier ou avoir des raisons professionnelles. Donc non, vous n'avez pas besoin du tout d'avoir une raison spécifique pour prendre l'avion, on parle bien de l'avion, à destination des États-Unis. Le transport aérien, ça nécessite que vous sortiez de chez vous. Donc, si vous restez enfermé chez vous, encore une fois, vous n'avez aucune chance d'attraper aucun virus. En revanche, si vous sortez pour aller prendre l'avion, vous avez plusieurs phases dans le transport qui sont aller à l'aéroport. Donc ça, chacun y va par des moyens différents et ça vous prendra plus ou moins de temps en fonction de l'endroit où vous séjournez, où vous habitez. Deuxièmement, vous devez traverser l'aéroport jusqu'au seuil de l'avion. Et puis ensuite, vous avez donc le voyage en avion à proprement parler. Donc la première phase, l'accès à l'aéroport, ça, c'est un petit peu votre problème à vous. C'est difficile d'en parler à votre place, de savoir quels sont le nombre de risques que vous allez prendre. Ensuite, donc, sur les aéroports, tous les aéroports de tous les pays civilisés ont mis en place à l'intérieur des aéroports des circuits, ont mis du gel hydroalcoolique absolument partout, exigent le port du masque. Donc, tout ça a été rationalisé pour éviter un maximum qu'il y ait des incidents. Encore une fois, après, ça dépend peut-être aussi de la taille des aéroports, de leur système d'aération et ainsi de suite. Après, pour le voyage en avion, l'Association internationale du transport aérien a déclaré que, bon, c'est assez simple, hein, depuis le début de la pandémie, il y a eu 44 cas de personnes qui ont attrapé la Covid durant des trajets aériens. 44 cas recensés de gens qui sont allés dans les aéroports, qui ont pris des avions et qui ont attrapé la Covid. Donc il y en a peut-être plus que ça, mais ce chiffre de 44 à l'échelle planétaire, il signifie bien quelque chose. D'abord, il n'est pas contredit spécifiquement à ce que j'ai pu voir. Donc c'est assez sérieux. Ça veut dire que finalement, vous avez moins de chances quasiment d'attraper la Covid en prenant l'avion que d'attraper la foudre en faisant du vélo. Je veux pas non plus dire de bêtises, il faut pas trop non plus voilà, simplement les études qui ont été relayées par les médias avec force graphique et démonstration montrent que les principaux constructeurs aériens comme Boeing ou Airbus ont des systèmes d'aération qui font que l'air rentre à l'intérieur de la cabine par le plafond et on ressort par le sol. Donc toutes les particules qui sont émises par les corps humains sont plaquées et dirigées vers le sol, et donc ça évite qu'il y ait des systèmes de contamination à l'intérieur des cabines. C'est pour ça en fait que le transport aérien est un mode de transport apparemment assez sécure pour ces temps d'épidémie de Covid. Bien évidemment, ça nécessite de porter des masques, parce que s'il y a quelqu'un qui éternue à côté de vous, que le système d'aération soit bon ou pas, bon, voilà quoi, il vaut mieux. Donc, mais de toute façon, les masques sont obligatoires. On ne parle pas de vols internationaux transatlantiques ou extrêmement longs, comme un vol par exemple entre l'Europe et la Floride. Ça va quand même beaucoup plus vite de venir du Canada. Je pense qu'il faut faire très attention, évidemment, parce qu'on sort de chez soi, on se met en condition, mais a priori, c'est pas, il y a quasiment plus de chances qu'il y ait un accident d'avion que
que d'attraper la Covid dans l'avion. Donc, encore une fois, je vous incite moi à vérifier par vous-même les informations qui sont mises à disposition par l'Association internationale du transport aérien, la manière dont les médias donnent des chiffres sur tout ça. Ça vous rassurera ou pas. Moi, personnellement, j'ai été regarder tous ces chiffres-là. Je trouve ça plutôt assez rassurant. Je vais rajouter un mot sur le transport aérien. Il y a même une compagnie aérienne canadienne des plus connues, si ce n'est la plus connue, qui assure gratuitement pour la Covid. Donc c'est dire s'ils sont assez certains quand même de la manière dont leur transport est assuré en toute sécurité. Bon, depuis que Donald Trump est apparu dans le paysage politique, il faut être clair, il faut se rappeler, avoir un petit peu de mémoire. Mais on a un certain âge, donc on s'en rappelle. Chaque étape a été marquée par un petit peu une fin annoncée des États-Unis d'Amérique. C'est la fin du monde. Euh, S'il était élu, c'était la fin du monde, la bourse allait s'effondrer. On peut lire des rumeurs à droite à gauche ou des choses un peu fantasmatiques. Je crois qu'il faut raison garder. On n'empêchera pas qu'il y a des incidents dans tous les pays du monde à un moment ou à un autre. Il y a des incidents, c'est comme ça. Il y en a eu début juin et personnellement, je ne sais pas du tout ce qui va se passer en cas de réélection ou de non-réélection du président des États-Unis. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'en Floride, il n'y a pas eu de graves problèmes depuis très 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 longtemps, pour des raisons politiques en tout cas. Mais ce qu'on a pu voir, par exemple, des manifestations qu'on a eues en juin, il n'y a pas eu de choses très très graves, d'émeutes urbaines ou de choses comme ça graves en Floride. Hein. On a eu quelques centaines de personnes à Fort Lauderdale, mais c'était très 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 maîtrisable et maîtrisé. Après, bon, il y a quelques images de gaz lacrymogène, des choses comme ça. Donc ça fait joli quand c'est imprimé dans les journaux. Ou quand ça passe à la télévision, mais il faut pas non plus s'arrêter pour ce genre de choses. Encore une fois, moi je suis pas devin, mais il est aussi difficile de deviner un avenir sombre que un avenir radieux. Je vois pas pourquoi il y aurait plus de problèmes cette fois-ci que le mois dernier. Oui, il y en a de plus en plus. Il y a des gros assureurs qui couvrent pour la Covid. Il y a notre partenaire Martin Rivard, Rivard Insurance à Boynton Beach, qui couvre aussi pour la Covid. Donc voilà, normalement vous cherchez un petit peu, vous n'allez pas trouver de problème pour trouver des assureurs qui vont vous couvrir pour la Covid. J'insiste bien sur ce point-là. Autant chacun prend ses risques et je pense, comme j'ai dit, que le transport aérien c'était relativement safe, comme on dit ici. Si vous habitez en Floride et que vous sortez dans la rue, personne ne va vous sauter dessus pour aller vous redonner la Covid et donc vous pouvez très bien passer un séjour à peu près tranquille d'esprit si vous respectez les règles et que vous ne vous mettez pas en condition d'aller dans des endroits où les gens sont un petit peu fous. En revanche, il y a toujours, on le sait, beaucoup de Canadiens qui viennent pas assurer en Floride. Bon, ça semble un peu plus risqué quand même cette fois-ci. Voilà, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. On peut pas empêcher les gens de pas venir assurer, mais généralement nous on conseille quand même toujours à tout le monde d'être assuré, pas spécifiquement pour la Covid, mais d'être assuré tout court parce que voilà. Et en plus les snowbirds ont quand même, pour la plupart, pour quasiment la totalité des snowbirds, une grande majorité en tout cas, sont à l'âge de la retraite et donc malheureusement on a l'âge de ses artères, on a les artères de son âge surtout et vraiment il vaut mieux en règle générale être assuré qu'on vit en Floride. En ce moment c'est pas le moment de pas l'être quoi. Enfin je pense que il faut vraiment être sérieux et considérer son âge avant de faire des bêtises comme ça, comme de venir aux États-Unis. Alors, c'est sûr, il n'y a pas grand monde qui se retrouve hospitalisé au final tous les ans avec des centaines de milliers de dollars à payer d'hôpital. Ça arrive pas à beaucoup de gens. C'est juste dommage quand ça vous arrive à vous.
Alors, il n'y a pas de quatorzaine quand vous arrivez aux États-Unis, il n'y a pas de quatorzaine obligatoire. En tout cas, le CDC, donc, qui est le centre national qui s'occupe des maladies aux États-Unis, conseille quand même de faire attention avant, pendant et après le voyage. Faire bien attention quand même si vous avez des signes à pas aller contaminer tout le monde autour de vous. Euh, Néanmoins, il n'y a plus de quarantaine à l'arrivée aux États-Unis de quatorzaine. Vous pouvez venir sans problème. En revanche, vous en avez une au retour au Canada. Donc ça va déjà poser, on parlait de la limitation du nombre de snowbirds. Donc déjà, tous ceux qui venaient pendant une semaine ou 2 semaines, même ceux qui venaient pendant un week-end, ils ne vont pas venir 2 jours pour rester enfermés 14 jours à l'arrivée. Donc ça va limiter à ce niveau-là. En revanche, si vous venez 6 mois, bon, il y a des chances que la quatorzaine obligatoire soit levée. Bon, c'est difficile d'anticiper l'avenir, mais les États-Unis ont arrêté, la France, ils ont arrêté aussi la quatorzaine obligatoire. Donc il y a quand même des chances que le Canada fasse pareil dans 6 mois, hein, si vous repartez au mois d'avril, que vous n'ayez pas à le faire. En revanche, c'est certain que si vous partez maintenant, et que vous comptiez, comme vous faites d'habitude, remonter au Canada pour les fêtes de fin d'année, là, ça risque d'être compliqué. Donc, il faut réfléchir à 2 fois quand même. Euh, mais sinon, voilà, si vous venez aux États-Unis, pas de quatorzaine. Quand vous repartez au Canada, pour le moment, il y a une quatorzaine. Oui, pour les logements, pour toutes les personnes qui sont en location, par exemple, je pense que vous pourrez négocier les conditions de réservation de manière un petit peu plus souple que l'année dernière, hein. Je pense que tout le monde a compris dans l'hôtellerie ou les autres modes de location, de condo ou quoi que ce soit, que c'était quand même un petit peu difficile d'exiger à l'avenir de faire payer 6 mois à l'avance aux snowbirds. Donc, essayer de négocier au mieux quand même pour toutes les personnes qui sont en location. Mais oui, il va faire beau et chaud en Floride cet hiver. Non, bien évidemment. Alors là, c'est une question. J'ai pas du tout la réponse. Ça, généralement, ça se passe plutôt bien. L'hiver dernier, c'était assez clément. Donc, bon, on verra, hein. Parfois, c'est variable. Conclure sur cette histoire de Covid, je pense que la Floride est plutôt en façade, en tout cas, plutôt en bon état. Derrière, bon, évidemment, les choses vont pas s'arranger. Et puis, c'est vrai qu'il va y avoir du mouvement avec les élections là début novembre. Mais au final, les gens se remettent dans une perspective de vivre, hein, tout simplement. Donc je pense qu'il n'y aura pas de grande différence. Vous devrez mettre un masque, au moins pendant quelques mois, si autant de temps que l'épidémie soit continuera, soit conservera un caractère dangereux. Mais c'est à peu près tout. Et puis bien évidemment, après, pour tous les agréments comme les croisières ou les excursions en Floride, en transport en commun. Bon, il va peut-être falloir attendre quelques semaines, quelques mois avant que ça redémarre. Ce sera encore une fois contemporain de la disparition de l'épidémie. Mais voilà, je crois que ça, c'est des questions qui sont un petit peu secondaires. La question essentielle, c'est de savoir si on se met en danger si on habite en Floride. Non, en fait, on n'est pas obligé. Si vous allez à la plage ou jouer au golf en couple ou jouer au shuffleboard avec madame ou monsieur, je pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup de danger. Mais encore une fois, c'est à chacun de prendre ses responsabilités. J'espère que j'aurai répondu de manière la plus honnête et efficace aux plus de questions possibles. N'hésitez pas si vous en avez d'autres à les mettre dans les commentaires. Et à très bientôt. Vous êtes en Floride quand vous voulez.